petit bâtard, je t'en MC dans mon fusil à lunettes. Fais pas le temps, tu tailles comme une allumette. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la capsule météo. Allô les facs, ici la lutte. Donc après quelques averses de lacrymo sur une large partie du pays, c'est un avis de tempête, de mobilisation qui est prévu pour les prochains jours à venir. Donc plusieurs facs sont toujours en vigilance orange, mais la pression ne va pas tarder à monter pour aller vers des avenirs plus radieux. Du coup, au niveau des températures, ça chauffe un peu partout. Et pour discuter de ça avec nous aujourd'hui, j'ai invité Mathéus, donc étudiant à Paris 7. Si tu veux peut-être te présenter. Ouais, je viens. Alors, comme il a dit, je m'appelle Mathéus, je suis brésilien, je ne suis pas français. Ça fait 1 an que je suis à Paris. Je suis en 2e année de master, au master sciences sociales et philosophie politique. Et bon, je suis venu un peu. J'ai dit à Ulysse que j'étais pas forcément la personne la plus participative, mais c'est quand même intéressant, je pense, justement pour faire un appel aux autres étudiants et étudiantes étrangers, que c'est pas tout ce qui se passe là en ce moment, ça ne concerne pas que la France, ça concerne tout le monde qui est là, ça concerne la lutte contre le capitalisme, contre le néolibéralisme. Donc c'est vraiment, si je suis là, c'est surtout pour ça. Mais après, on va essayer quand même de parler un peu de ce qui se passe à Paris 7. Historiquement, on n'est pas une fac hyper engagée, mais là, on essaye quand même. Ok. Et du coup, pour prendre un peu la température, qu'est-ce qui se passe à Paris 7 en ce moment ? Qu'est-ce qui se fait Est-ce que je suis obligé de répondre avec des jeux de mots de température de météo ? Non, t'es pas obligé. Ça, c'était mon petit. Bon, du coup, à Paris 7, hier, il y a eu une AG Interfac. Paris 7 n'était pas en force. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était là-bas. Hier, bon, Paris 7, je crois qu'on a eu 5 ou même 5 ou une dizaine de représentants. On n'était pas beaucoup. Mais encore une fois, là, cette semaine, lundi, on organise une AG de toute la fac. Et vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus. Juste pour les coordonnées, c'est à 12h, c'est l'amphi 6C à l'Ofarine. C'est intéressant pour avoir plus de renseignements aussi. Et évidemment, on se prépare pour la journée du 5 mars. Mais à P7, c'est surtout 2 départements qui sont plutôt engagés. C'est LAC, c'est Lettres, Arts et Cinéma, si je ne me trompe pas. Et le département de sciences sociales. Sachant qu'en sciences sociales, il y a quand même 5 spécialités. Et il n'y a qu'une seule spécialité où il n'y en a pas cours du tout, c'est la mienne, c'est en philosophie politique. Donc là, c'est quoi ? C'est une grève alors les professeurs sont... Voilà, c'est les professeurs qui ont déclaré grève. Évidemment, les précaires ne peuvent pas le faire. Et les professeurs de tronc commun non plus, parce qu'ils sont... Ah oui, ils sont dans d'autres départements. Exactement, ils sont dans d'autres départements. Donc pour les troncs communs, c'est un peu plus compliqué. Pour les précaires, ça dépend. En général, ils sont très très engagés, mais ça dépend aussi un peu. Là la fac, la semaine dernière, ça a pas mal chauffé. On a eu un... Tu vois, j'ai utilisé un jeu de mots. Ah, ça a pas mal chauffé. C'est pas exprès. Yes. Bon, mais ça a pas mal chauffé. Métaphore météorologique. On a découvert un document interne, top secret, qui disait... je vais vous lire quand même pour que je dise pas de conneries, pas de fake news. C'est Paris d'Hydraulix, là. Ouais, c'est ça. C'est en direct sur le P8 Stream. D'ailleurs, on vous... n'hésitez pas à follow sur le P8 Stream, à follow sur Twitter et Instagram. Si vous avez, ce serait avec plaisir, vous pouvez mettre la commande exclamation grève et vous aurez direct le lien de la caisse de grève de Paris 8. Voilà, je vous lis, c'est l'Université de Paris. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais P7 s'est fusionné avec P5 et désormais on est l'Université de Paris. Même si, c'est juste le nom. Donc l'Université de Paris veut faire contrôler les réunions étudiantes par la préfecture. À l'occasion de la fusion des facs de Paris 5 et Paris 7, la présidence de la fac a rédigé un projet de nouveau règlement intérieur classé confidentiel. Les documents ont fuité révélant un projet liberticide, une atteinte sans précédent à la liberté de se réunir à la fac, alors même que les personnels et les étudiants se mobilisent actuellement contre les réformes de l'enseignement supérieur. La moindre réunion serait désormais soumise à une déclaration préalable aux préfectures et à une validation par la présidence. C'est Philomène Rosa qui l'a écrit le mardi 18 février. Voilà, c'est chaud ça, c'est un énorme pavé que tu balances. Bah ouais, c'est ça. Et
Et ça, genre comment ça a fuité? Ça a réagi comment On ne sait pas, on essaie de trouver la source là pour le moment, mais du coup je ne sais pas si vous voyez comment c'est Paris 7, c'est une cage en fait. C'est-à-dire que c'est plusieurs bâtiments, mais là le bâtiment principal à l'Ofarine, il y a des grilles qui se ferment et qui s'ouvrent au gré de la direction en fait. Ok. Donc souvent quand il y a une AG, la sécurité, les vigiles ils sont prévenus, donc ils font contrôler les étudiants. Et des fois ça chauffe un peu. Ok. Donc c'est dans ce processus d'intensification de cette vigilance, de cette surveillance que ce document a fuité. Okay. Et là, il y a tout le texte, c'est long, il est disponible sur Révolution Permanente, vous pouvez chercher, l'Université de Paris veut faire contrôler les réunions étudiantes par la préfecture. Okay. Il y aura sûrement plus de détails que je saurais vous en donner. Mais oui, en ce moment c'est chaud, donc c'est très important. Je pense que justement l'AG de lundi sera l'opportunité d'en discuter. Parce que du coup, quand tu dis que c'était chaud, genre qu'est-ce qui s'est passé concrètement à la dernière réunion Moi, j'étais pas à la dernière AG étudiante de la fac. Moi, je participe surtout aux AG du département en sciences sociales. La semaine dernière, c'était les vacances pour les licences, donc c'était une semaine plutôt calme. Mais on s'était dit on s'est posé une question. Enfin, je répète, c'est pas historiquement très, très engagé, P7. Est-ce que le 5 mars, c'est le début ou la fin du mouvement, de la mobilisation? On ne sait pas. C'est la question qui s'est posée, c'est une professeure qui l'a posée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, ce serait genre la fin, genre le 5 mars? À vrai dire, en fait, au moins dans le département de sciences sociales, on est à bout de force. Ah ouais? Si au début... En fait, ça, c'est très intéressant et je suis reconnaissant, mais ça vient des professeurs, en fait, cette initiative. Et ça, c'est très important. On a des professeurs qui sont... 5 mars? Non, de faire grève et d'appeler les étudiants à la grève. Okay. Ça vient pas du tout au Tocard de sciences sociales. Évidemment, ça vient des étudiants, mais vraiment, les professeurs sont très engagés. J'aimerais bien dire le nom de quelques-uns. Je pense que c'est très important de reconnaître ça parce que c'est pas très évident. Moi, je dirais, on a Marie Queret, on a Vincent Gay, on a Claudia Girola, Guillaume Leblanc. Moi, je pense que c'est... Il y a un groupe... Ouais, c'est des professeurs des universités. Et enfin, c'est grand quand même qu'ils soient engagés. À la base, ils nous proposaient de faire des cours alternatifs, de banaliser un peu le retour semestre. Des cours alternatifs. Voilà. Enfin, c'est des professeurs. Ouais. Et en fait, d'alternatif, on n'avait que le nom. C'est justement, l'idée, c'était un peu de réfléchir. Qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? Premier coup, c'est faire circuler le colloque Walter Lippmann, un gros pavé comme ça. Et on s'était dit là, c'est pas la bonne direction. Donc on a fait sortir les profs et on a décidé que ce semestre, qu'on a appelé un semestre combatif, il serait, moi je parle du cadre, je répète, du master sciences sociales, sociologie et philosophie politique. Il serait assuré par les étudiants et étudiantes. Ah, ça c'est quand même fort quand même. Donc c'est-à-dire que même si c'est peut-être une petite partie, là les étudiants étaient quand même vachement mobilisés sur Bah oui, c'est ça, justement. Lors des premières semaines, on était. On n'est pas beaucoup, on est même deux, je crois qu'en tout, on doit être 60, 70. Lors de la première réunion, on était quand même 50, puis la deuxième 40, 30. Bon, après, La dernière, on était une quinzaine. Mais on essaie quand même, c'est pour ça que je vous dis, on est à bout de force, donc ça serait bien qu'on ait d'autres personnes, d'autres universités, des étrangers surtout, qui viennent à cet AG de lundi, c'est pour ça que j'insiste. C'est à 12h, c'est ça? J'avais dit, je sais plus. AG à midi, donc ça c'est une AG Paris 7 Oui, c'est Paris 7. Oui, c'est ça. C'est à 12h, le lundi, c'est l'amphi 6C à l'Ofarine. Ok. Et du coup, comment ça se passe du coup, par exemple, vous avez certains départements très, très mobilisés, le fait que les étudiantes aient pris un peu aient pris la place des professeurs, enfin pas pris la place, mais se soit porté volontaire pour carrément assumer un semestre de cours, c'est fort. Mais comment du coup ça communique alors entre départements qui sont beaucoup moins mobilisés ou des... À Paris 7, on a mis en place justement l'université populaire à Paris Diderot. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez liker la page, je pense que c'est l'université populaire Paris Diderot, pas très créatif. N'hésitez pas à liker. Ouais, là on met toutes les infos, on essaie de fédérer un peu justement les départements, les luttes. Mais c'est surtout, c'est toujours les mêmes départements qui font les mêmes activités, enfin pas les mêmes activités, mais on a besoin un peu de renouveler tout ça. Justement, c'est surtout l'action sociale.
Mais on a cette page, on essaye toujours, dès qu'on organise une activité, on informe les admins de P7 Université Populaire pour qu'ils intègrent à la programmation sur la page Facebook. Il y a toutes les infos. Si vous voulez aussi vous inscrire sur le mailing, je crois que sur la page Facebook, il y a aussi les infos. Faites pleuvoir des likes. Yes. Donc c'est ça, c'est vraiment c'est ce qui relie un peu tout ça. Nous, on croit vraiment, dans le cadre justement d'aller à l'encontre de cette LPPR, que l'université c'est un espace public. Bon. Et public dans le sens plus classique du terme, un espace ouvert, un espace qui n'appartient pas que aux étudiants. Et c'est des questions qu'on se pose. Comment on fait pour ouvrir l'université? Est-ce que ça veut dire ouvrir l'université pour accueillir des gens alors qu'il y a des vigiles à la porte qui demandent une carte étudiante? Ou est-ce que ça veut dire ouvrir les portes et puis aller en dehors des murs de l'université? Mais enfin, c'est... Le savoir était déjà vraiment Exactement. Enfermé dans un endroit bien gardé. Pas que tout le monde y a accès. Exactement. Et du coup, genre dans cette... Donc là, on a vu un petit peu à quel niveau, enfin quel département était engagé, qui des professeurs ou des étudiantes étaient mobilisés. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Ceux qui sont mobilisés, ceux et celles qui sont mobilisés, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est imaginé? Qu'est-ce qui est proposé? Bon, alors moi, je vais parler du côté des sciences sociales. Il y a 2 décisions qui ont été prises au niveau de tous les départements, de tout l'UFR. Il n'y a pas de contrôle d'assiduité, même si le professeur, enfin, il est contre la grève. Je crois qu'il n'y en a qu'un. Je ne vais pas dire le nom, mais enfin. Il y en a un qui est contre la grève. Mais enfin, il y en a qui ne se prononcent pas, mais ça a été décidé au sein de l'UFR qu'il n'y aurait pas un contrôle d'assiduité et que les cours ils seraient annulés lors des mobilisations nationales. Donc ça, c'est une décision qui a été prise au sein de l'UFR et ça se maintient pour tous les étudiants. Et vu qu'il n'y a pas un contrôle d'assiduité, c'est les étudiants qui décident si eux aussi ils font pas grève. Donc il y a des cours que les professeurs ils font cours et il y en a quand même des étudiants qui viennent. Des fois, et c'est surtout des étrangers, ce que j'ai entendu justement, c'est pour ça que je pense aussi que c'est important que je sois là. Je sais pas, enfin, s'il y a des étrangers en ce moment qui nous écoutent, s'il y en a peut-être, réagissez. Mais bon, si vous étiez là l'année dernière, on a quand même vécu un mauvais coup là, avec l'histoire de la hausse des frais. Et là, on ne sait pas trop où est-ce que ça en est. Ça n'a pas été mis à bout, mais enfin... quand même, je pense que... Enfin, je sais pas si toi, par exemple, tu as dû payer plus ou... Non, pas moi, parce que je changeais pas de cycle. Je passais de M1 à M2. Mais du coup, c'est vrai que pour cette année, ils ont appliqué les frais. Je sais tous, s'il y en a quelqu'un qui n'est pas au courant, la hausse des frais, elle prévoyait une augmentation de presque 10 fois. Ça passait à 2770 € quand même pour les étudiants de licence et master, si je ne me trompe pas, et 3770 € pour les étudiants en doctorat. Pour les frais d'inscription pour les étudiants venant en dehors de l'Union européenne. Genre extra-communautaire. Extra-communautaire, voilà. En dehors de l'Union européenne. Enfin. Donc évidemment, c'est une mesure très élitiste, très discriminatoire, très raciste. On peut faire la liste. et c'est vrai qu'encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est passé ici à P8. D'ailleurs, je faisais des cours ici. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y avait des stands, il y avait quand même... je crois à P8, cette année, ça n'a pas été appliqué, la hausse des frais d'inscription. Non, mais justement, ça a été mis de côté. Ça a été appliqué pour cette année, mais je pense que ça n'a pas passé parce que justement les universités, elles ont quand même la prérogative de ne pas appliquer les frais. Pour une année, ça se tient. Je pense que les universités ont le budget pour assurer une dizaine d'étudiants. Aussi du côté de Campus France. Campus France a assuré avec les respectives ambassades françaises dans les pays et les ambassades étrangères en France ont assuré quelques étudiants. Donc je ne saurais pas le dire, mais en tout cas ceux que je connais, ils n'ont pas payé ces nouveaux frais. Mais là, je sais que ça a été mis de côté, mais quand même, si toi qui nous écoutes, tu es étranger, il faut faire attention quand même. C'est pour ça que, enfin, il y a quand même une carotte, une carotte un peu négative, on peut dire. Pour adhérer à tout ça, c'est pas que pour les Français, même si la retraite, ça ne concerne pas directement. On y est, on étudie, c'est nos proches, nos pères, faut vraiment, ça concerne tout le monde en fait.
Et puis, je sais pas, moi je viens du Brésil et c'est pas anodin qu'on suive des réformes qui étaient faites en France, par exemple. Ouais. Là, au Brésil, on nous a passé un mauvais coup aussi avec une réforme des retraites qui n'est pas très différente de celle-ci. D'ailleurs, enfin, je ne saurais pas en parler plus du côté français. Ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de comprendre. Mais... Big up aux mobilisés au Brésil. Bah oui, mais enfin, vous imaginez quand même la puissance symbolique de la France, d'une réforme comme celle de la France. Pensez que l'Amérique latine, on a plutôt des gouvernements de droite et qui vont sûrement s'inspirer de cette réforme si elle arrive à son bout. Même chose pour la LPPR. Donc c'est pas là, c'est le moment de faire quelque chose. On peut pas se dire non, ça me concerne pas, je suis étranger, c'est pour les Français. Non, ça concerne tout le monde. Mais sur cette question des étudiantes étrangères, c'est assez. Il y a aussi d'autres problématiques, d'autres enjeux qui arrivent sur le tapis quand on parle de mobilisation. Des fois, ça peut être. Du coup, je te pose la question. Comment toi, tu as vécu du coup ce début de mobilisation ? Je me souviens que c'était un peu compliqué cette idée de. Tu avais évoqué le fait que les diplômes soient suspendus ou des choses comme ça qui pouvaient mettre les étudiantes étrangères en difficulté, notamment pour des questions de papier déjà, pour rester en France. Et toi, tu parlais aussi du système brésilien où il fallait des points pour les concours. Est-ce que tu peux un petit peu préciser Par rapport à cette question de la paralysation, c'est dit en français ? De la suspension ? De la suspension du diplôme. En fait, ça, c'était quelque chose qu'on avait beaucoup discuté. Encore une fois, moi, je parle du département de sciences sociales. On avait beaucoup discuté en début de mobilisation à partir du 5 décembre parce qu'on s'était quand même demandé qu'est-ce qu'un petit département, un petit UFR en sciences sociales, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour attirer l'attention, parce que là, si les profs qui ont une pensée plutôt critique, ils font pas cours, là, le gouvernement va s'en régaler en fait. Donc ça donne pas beaucoup de visibilité. Donc une mesure qu'on avait décidée au début, c'était la suspension des diplômes. Ça veut dire que, c'était la rétention administrative des notes. Et là, ça se maintient encore. Les notes du premier semestre et du deuxième, évidemment pour les profs qui s'engagent, elles ne remontent pas administrativement. Ça veut dire que le secrétariat n'a pas accès aux notes. Donc, si on n'a pas de notes, on n'a pas de diplôme. Mais ça se joue au cas à cas. Enfin, l'objectif n'est pas de pénaliser les étudiants et étudiantes. Ceux qui veulent appliquer pour un doctorat en M2, ceux qui veulent appliquer pour une première année de master en L3, pour les étudiants étrangers qui ont besoin de leurs notes, évidemment, on peut parler aux professeurs, ils vont nous faire passer les notes. Il y a une restitution de toute façon, mais c'est juste que les notes, elles ne sont pas publiées. Elles ne passent pas par l'administration. Elles ne passent pas par l'administration. C'est ça. Et puis par rapport à ta deuxième question sur le système de points brésilien, qu'est-ce que tu en veux ? Je sais pas, c'est en rapport. S'il n'y a pas de notes délivrées administrativement, est-ce que ça peut être reconnu par... je connais pas exactement le système dont tu m'avais parlé, mais ça avait l'air important pour certains cas, notamment des concours de professeurs ou des choses comme ça, d'avoir ces points-là. Le plus important, c'est même pas ça, parce que si on n'a pas le diplôme ici, on peut pas rester en France. Oui, déjà. Pour renouveler le titre de séjour, il faut qu'on ait l'inscription à la fac. Et pour s'inscrire à la fac, il faut qu'on ait le diplôme de l'année précédente. Donc ça déjà, ça se joue comme ça. Après, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Brésil, il faut valider le diplôme. Oui. Donc, mais si on a eu le diplôme ici, si on arrive à le valider, c'est-à-dire à trouver un équivalent au Brésil, c'est bon. Mais le problème, c'est pas tant au Brésil, c'est plutôt ici. Pour rester ici, et même après, si on se fait virer son diplôme, et après, même pour rentrer en France, ça sera compliqué puisqu'on n'aura pas de titre valable. C'est des enjeux comme ça. Est-ce que du coup, ça expliquerait que certaines étudiantes se mobilisent pas, si elles sont pas françaises ? C'est quelque chose que j'en ai pas mal discuté avec d'autres étudiants et étudiantes étrangères, mais être là, ça demande quand même un certain investissement. Moi, c'est un cas plutôt privilégié. Je viens d'une classe plutôt aisée. Moi, je domine la langue française, mais il y a d'autres cas, il y a d'autres étudiants qui sont en exil politique, qui sont des réfugiés. Qui ont dû travailler pour venir ici. Même moi, j'ai dû donner des cours de français. C'est un investissement. C'est pas quelque chose qu'on décide, je vais venir en France. C'est vraiment, on a nos familles, on a nos amis. Donc c'est vrai que pour quelques étudiants, pour quelques étudiantes qui ne comprennent pas tous les enjeux et tout ce qui est en jeu aussi, en France, ça peut être un peu frustrant, je dirais, de ne pas avoir cours. De subir quelque chose alors que
ils et elles sont pas forcément voient pas le lien avec leur propre. Exactement, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup, mais moi j'arrive à ne pas tomber dans cet argument parce qu'on est là aussi pour quelque chose d'autre que les cours. On Oui. n'est pas là que pour avoir un diplôme. C'est sûr. Mais et de toute façon, si ce n'est que pour avoir un diplôme, le diplôme, il n'est pas forcément relié à nos connaissances académiques, on peut dire. Il y a d'autres formes d'apprentissage. Et là, on est en train justement d'apprendre d'autres formes de mobilisation, d'autres formes de lutte. Et c'est justement ça on essaie justement d'intégrer dans ce semestre combatif. Que chaque étudiant, chaque étudiante puisse ramener sa propre expérience de lutte. Parce qu'il y en a pas mal. Il y a des étudiants qui sont Black Bloc, il y a des étudiants qui sont Gilets jaunes, il y a des étudiants qui sont réfugiés, qui sont... Enfin, Oui, il y a plein de formes de lutte différentes. Et justement, l'idée, c'est d'augmenter ce répertoire, en quelque sorte. Donc c'est ça aussi et ça c'est un apprentissage qui est très précieux, même plus précieux que lire des bouquins, que suivre des cours. Ça c'est un moment là, il y a quelque chose qui bouillonne et qu'on a la chance d'y participer. Donc il y a des ateliers, des conférences, des actions qui sont proposées. Oui, c'est ça. Là comme je t'avais dit, on se prépare pour le 5 mars, donc il n'y a rien de prévu pour la semaine prochaine. On a une dernière activité prévue, je peux vous la dire quand même. C'est une séance lundi prochain aussi, 2 mars, de 14h à 17h, amphi 10E, aussi c'est à l'Ofarine, même bâtiment. Les Gilets jaunes, une révolte populaire, avec Brice Legal, qui est un photographe et sociologue, auteur de Justice et Respect. Le soulèvement des Gilets jaunes, édition aussi Leps 2019, et Serge Ignacio, qui est un photographe. Okay. Donc ça, c'est le dernier événement qu'on a prévu justement dans le cadre de... Donc ça, par exemple, cet événement-là, c'est des étudiantes qui l'ont... Celui-là, par hasard, non. C'est Vincent Guy qui l'a proposé. Okay. Enfin, c'est Vincent Guy qui me l'a envoyé. Vincent Guy, il est enseignant. Okay. Je sais pas... Enfin, son nom, il n'est pas là, mais c'est lui qui a envoyé. Donc, je ne sais pas si c'est des étudiants et étudiantes qui l'ont organisé, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre du semestre combatif. Ok. Si tu veux. Est-ce que vous avez déjà fait des actions en dehors de la fac ? Peut-être Alors, c'était plutôt en licence pour justement essayer de relier les sciences sociales, notamment l'anthropologie, à tout ce qui se passe. Ils ont fait un tour dans le quartier pour repérer les traces des grèves, des luttes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, justement, c'est une forme d'appliquer un peu le métier sociologique, si on le veut, de faire des enquêtes à un espace de lutte. Et je sais qu'il y a aussi des enquêtes qui se mènent auprès de jeunes femmes psychiatriques. Okay. C'est aussi des étudiants de licence qui mènent ça. Il y a un groupe mixte de master, licence qui font des enquêtes sur les éboueurs, sur les femmes de ménage, enfin auprès d'eux plutôt, des éboueurs, des femmes de ménage. Mais c'est surtout au niveau des enquêtes que ça se joue, dans le cadre de ce semestre combatif. Justement, d'intégrer un peu et justement d'apprendre avec ces autres expériences qu'est-ce qu'on peut amener à l'intérieur de la fac. Et dans ce cas, c'est des étudiants qui vont en dehors des espaces de la fac justement pour mener ces enquêtes. Toi, comment personnellement tu vis cette mobilisation cette année ? Alors moi, je suis dans un moment, ça c'est plutôt personnel, mais c'est ça, je suis à la fin de mon master, et si je veux rester en France, je dois décider qu'est-ce que je vais en faire, si j'enchaîne sur un doctorat. Donc là, en même temps que j'essaie de me mobiliser, surtout au sein de mon département, de proposer des activités. Hier, j'ai réalisé un débat, Kilis il était là. Excellente conférence. Justement sur la lutte des favelas, c'est mon thème de recherche. Sur justement qu'est-ce qu'on peut apprendre des expériences des favelas qui ont résisté aux Jeux Olympiques, parce que là aussi c'est un autre enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue. On aura les Jeux Olympiques en France en 2024, à Rio pour les Jeux Olympiques de 2016, plus de 77 000 personnes ont été délogées. Ici, ça va pas tant se jouer sur les délogements, j'imagine, mais quand même la gentrification, c'est une forme de délogement indirect sur laquelle il faut veiller. Donc le moment d'agir, c'est là aussi. On va se mobiliser jusqu'en 2024. Non, mais il faut vraiment intégrer tout ça, parce que c'est ça, et c'est là que c'est important de dire je suis étranger. Ça ne concerne pas que la France. On se bat contre une rationalité qui est le néolibéralisme. C'est une façon d'agir.
et de veiller qu'à la norme de la compétition soit intégrée à toutes les sphères de la vie sociale. Et c'est contre ça qu'on se bat. Que cette compétition, elle nous avale pas, en quelque sorte. Ok. Oui. Et toi, par exemple, là, on va peut-être parler un peu des liens entre les différentes facs. Là, c'est ce qu'on essaye un peu de faire ici dans cette émission, de relier. Normalement, on devait avoir d'autres invités. Il y en aura sûrement d'autres la semaine prochaine, d'autres facs. Donc d'ailleurs, si vous voulez venir, si vous êtes mobilisé, même pas mobilisé, d'autres facs, voir et que vous voulez discuter de ça avec nous, parler de comment vous voyez ça, comment vous vivez ça, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter le P8 Stream, soit vous pouvez même directement mettre un commentaire là, ou alors sur Twitter, Instagram ou par mail. Voilà, ce serait avec plaisir d'en discuter, de former ces liens. Et du coup, comment par exemple l'information elle circule sur des choses qui se font d'une fac à l'autre? Est-ce que ça c'est une question peut-être plus large parce que même moi, je sais ce que je sais, ce qui se passe dans les autres universités, je le sais par biais de personnes que je connais bien. Donc toi à Paris 7, d'autres amis par exemple à Paris 1, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grosses... Mais c'est exactement ça. C'est des étudiants, étudiantes, des personnels, des professeurs, des enseignants égarés qui apprennent quelque chose. Moi, par exemple, Ulysse m'envoie toutes les semaines le programme à P8, tu l'envoies celui de P7 et moi j'envoie à l'université Paris, à l'université populaire. Donc c'est comme ça que ça circule, mais ça reste quand même très, très centré sur des petits réseaux en fait. Donc on n'a pas vraiment un endroit pour justement concentrer justement toutes ces informations. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Après, c'est vrai que c'est compliqué de tout faire aussi. Oui. Déjà géographiquement, on n'est pas... Genre c'est Saint-Denis, 13e arrondissement, c'est vrai que c'est pas à côté. Mais c'est vrai que ce lien entre les facs, il y a quand même la coordination des facs et labos en lutte qui se retrouvent pour discuter tous ensemble. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, alors moi personnellement, c'est dur de savoir ce qui se passe autre part, de voir comment... Qu'est-ce qui se fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu proposer cette capsule là. Voilà. Comment tu vois la suite là pour le 5 mars? Tu as dit que c'était Moi je pense que c'est le début personnellement. Oui, moi j'ai posé la question. On espère tous que c'est le début. C'était une question provocatrice, c'est intéressant parce que comme je vous ai dit, c'était une question qui a été posée au sein du département. Ça se voit qu'on est à bout de force, mais je pense que ça va redonner le gaz pour justement pour s'y investir, oui. Ouais. Mais c'est clair au moins à Paris 7 qu'il faut penser à d'autres formes de lutte. Ça, sinon ça se tient pas. Qu'est-ce que tu entendrais par d'autres formes de lutte? Je sais pas, on se pose beaucoup la question, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je pense qu'il faut ouvrir la fac. Mais qu'est-ce que ça veut dire ouvrir la fac quand on a des grilles, quand on a des vigiles, quand il fait froid, quand ça reste quand même très académique, quand il y a un certain langage? Et enfin, c'est pas tout le monde qui veut aller dehors. Et qu'est-ce qu'on fait? On va juste dans le trou du métro et on parle. C'est-à-dire qu'ouvrir la fac, ce serait que, du coup, de laisser la fac vivante, mais qu'il n'y ait pas de cours, qu'il n'y ait rien d'autre que juste. Ça c'est l'idéal, oui, mais ça c'est impensable. Du coup, c'est ça, la majorité de P7 elle a cours là, ils ont cours. Ouais, ils ont cours, ok. En même temps, à Paris 8 aussi, il y a plein d'UFR qui ne sont pas déclarés en grève, même à l'intérieur des UFR, oui, tu as des professeurs qui continuent, continuent à faire cours. Ok. On espère quand même que ça va donner quelque chose. Ouais. Ah oui, on croise les doigts. Ouais. Et du coup, il y a après cette date du 5 mars, donc toi tu vois quelque chose d'ouvert, mais l'idée c'était quand même genre fac morte ou alors la recherche s'arrête. Est-ce que... Moi, à P7, je pense que soit on va voir que ça ne donne rien et j'espère je veux dire ceux qui justement qui ne sont pas engagés et qui vont pas s'engager pour le 5 mars, ils vont dire c'est juste un jour de plus sans cours. Ouais. Et c'est ceux-là que j'aimerais surtout inviter aux mobilisations du 5 mars, c'est très important. Et sinon, au contraire aussi, étant pessimiste, ceux qui participent au 5 mars,
qui se rendent compte qu'il n'y a pas grand monde, au moins du point de vue de Paris 7, d'où l'intérêt aussi de fédérer cette lutte, de ne pas seulement rester encloisonné en quelque sorte. Et du coup, enfin, c'est un appel à la grève, c'est pas que à Paris 7, c'est Interfac, donc là au moins je serais pas tellement pessimiste. Mais je pense que ça sera surtout l'opportunité de fédérer justement les différentes universités. Moi, je pense qu'il faut profiter de cette journée pour cela. Vraiment d'essayer de former un comité mobilisation interfac, quelque chose dans ce sens. Coordination des facs et laboratoires. Bah oui. Ouais. Ok. Mais du coup, ça veut dire que le 6, par exemple, le vendredi, Paris 7, ça va reprendre. Je sais pas. Ok. Je sais pas. J'espère que j'espère que ce sera le début, justement, pour qu'on n'ait pas. Qu'on n'ait rien, le 6. Mais je sais pas, là on a prévu que pour le 5. Ok, ouais, bah... Je sais qu'il y aura aussi un rassemblement après les manifestations. Là c'est un rassemblement interfac qui a été décidé hier aussi, justement lors de cet AG interfac. Il y avait une trentaine de personnes présentes, je sais pas où est-ce que ça a eu lieu. Mais il y avait quand même des représentants de 6 ou 7 facs différentes. Et du coup, ce qui a été décidé, c'est un appel à la grève, bien sûr, une volonté de se coordonner entre facs et de proposer une interfac le 5 au soir. Et là, on attend justement qu'est-ce que ça veut dire une interfac au 5 le soir, mais on est en veille quand même sur ça. Enfin, je pense qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Et peut-être il faut profiter de ce moment, parce qu'après, c'est vrai qu'en manip, c'est pas toujours évident de discuter, de rassembler les infos, mais il ne faut pas partir après, en tout cas. Il faut attendre un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à réagir dans le chat, discuter de comment vous voyez le 5 mars et l'après 5 mars. Qu'est-ce qu'on fait, comment on continue à lutter contre ces réformes qui creusent bien les inégalités comme il faut et comme on n'aime pas. Donc, bah, j'espère que ça va donner quelque chose. Oui. Et merci beaucoup d'être. Non, merci à toi de m'avoir invité. Enfin, j'espère que ça a été utile. Ouais, bah ouais. Puis là, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des facs qui bougent. Oui, mais c'est ça, le 5 mars, enfin, on est en veille. On a ralenti. Alors, on était déjà très lent. Là, on a ralenti encore plus pour voir qu'est-ce que ça donne. Et j'espère qu'on revient plus fort. Renouvelé après le 5 mars. Et moi, je pense que ce sera le cas. Ok, super. Okay, j'espère. Merci beaucoup, Mathéus. Merci, Ulysse. Et comme le dit le vieil adage, en février, prépare ton blocage. Et mars, attaque.